Salut et bienvenue à cette quatrième partie de notre vidéo qui porte sur la sécurité en atelier d'usinage. Aujourd'hui, on va regarder la sécurité en ce qui a trait aux fraiseuses, en ce qui a trait également aux rectifieuses planes et cylindriques et on va regarder la prévention d'incendie en atelier. On va commencer en regardant la sécurité sur fraiseuse. Et si on regarde une fraiseuse, le plus évident en fait de danger, c'est ce qu'on a juste ici. Un couteau en acier rapide tranchant comme une lame de rasoir. Là, un couteau comme ça, c'est tranchant. Mais c'est dangereux que ce soit en rotation ou non. Là, si je frappais ce couteau-là en ajustant la machine ou en installant le couteau, bien évidemment, ça va couper ou ça va enlever un petit morceau. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Par contre, lorsque ce couteau-là est en rotation, bien, ça devient doublement dangereux. Parce que le couteau peut attirer ou tirer mon doigt entre le couteau et la pièce qui est en train d'être coupée. Et évidemment, c'est un outil rotatif, donc c'est comme une roue qui tire. Et ce qui va sortir de l'autre bord, si ça tire notre doigt, bien évidemment, ne ressemblera pas à ce qui est rentré sur le premier côté. Ça va ressembler beaucoup plus à du bœuf haché. Donc la règle ici, elle est simple. Vos doigts ne vont jamais, mais même pas proche de jamais, proche de ce couteau en rotation. Ça ne vaut pas la peine, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Jamais. Une autre chose importante avec les couteaux, c'est de toujours vérifier que le sens de rotation de votre couteau est approprié pour ce couteau-là. Là, ceci est une petite fraiseuse d'établi. Il n'y a pas de possibilité pour inverser le sens de rotation. Elle tourne toujours dans le sens horaire. Par contre, ce n'est pas le cas pour toutes les machines. Certaines machines peuvent être inversées. Et si c'est le cas, assurez-vous qu'elle tourne dans la bonne direction, pour deux raisons. Premièrement, ça va tuer votre outil, et ça, bien évidemment, ça finit par coûter cher. Mais la deuxième raison, c'est qu'un outil qui frotte et qui ne colle pas peut fléchir et dévier. Et quand ça arrive, bien, elle peut éclater. Et des éclisses de métal très coupantes peuvent partir à très haute vitesse dans toutes les directions. Et ça, c'est très dangereux. Donc, la règle de base, vérifiez toujours que votre sens de rotation est correct avant de commencer à couper. Un autre point important, c'est les axes de mouvement qui doivent être barrés. Là, on veut toujours s'assurer, exemple, que l'axe vertical, si on ne s'en sert pas, est bien barré. On veut s'assurer que l'outil est bien retenu dans la broche. Là, le fait que ça soit rigide et bien barré, ça évite des mouvements brusques d'outils qui peuvent être attirés vers la pièce à cause du jeu dans ces axes-là. Mais ça ne s'applique pas juste à l'axe Z. On veut barrer tous les axes de la machine qui ne servent pas lors de la coupe. Donc, si je coupe longitudinalement ici, c'est l'axe X qui devrait être la seule qui n'est pas fixée ou barrée en place. C'est très important. On veut couper avec un maximum de rigidité. Pour question d'efficacité puis pas gâcher notre pièce, certainement, mais plus important, parce qu'un mouvement abrupt ou brusque de l'outil qui vient prendre un gros morceau de la pièce tout d'un coup parce qu'il y a du jeu puis ça peut le faire, ça va faire fléchir l'outil. Et comme on vient juste de voir, un outil qui fléchit peut éclater. Et ça, c'est très dangereux. Donc, on barre tous les axes sur notre machine si on coupe. Tous les axes qu'on n'utilise pas pour l'action de coupe doivent être barrés. C'est très important. Là, avoir tous les axes qu'on n'utilise pas barrés, c'est bien beau, mais il reste qu'il y a un axe qui ne l'est pas. Et en fraisage, ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il y a deux approches au fraisage. Le fraisage conventionnel et le fraisage en avalant. Et le choix que vous allez faire de un ou de l'autre peut avoir un gros impact sur le résultat final, en fait de sécurité et en fait de finition ou état de surface. Bon, fraisage en avalant, fraisage conventionnel, c'est quoi puis pourquoi que c'est important? Sur la pièce qu'on est en train de produire, je disais que pour les côtés de la rainure, j'insistais pour maintenir un fraisage conventionnel. Bon, c'est quoi? Ça ici, j'ai deux exemples
deux outils qui sont des outils qui tournent ou en rotation en sens horaire. OK? Donc, les deux tournent dans le même sens, mais dans l'exemple-ci, j'ai une pièce qui avance contre la rotation de l'outil. L'outil qui coupe la pièce repousse la pièce en même temps qu'elle le coupe. La pièce avance à travers et la rotation pousse contre. Ça, là, c'est une méthode qui n'est pas très efficace pour produire des copeaux. Pourquoi? Parce que le copeau, dans cet exemple-ci, commence mince et finit épais. Bon, ben, pourquoi? Ben, qu'est-ce que ça a à faire? Ben, si on se rappelle la formation des copeaux qu'on a vu dans notre vidéo sur la formation des copeaux, mais on se rappellera qu'il y avait 4 phases. On avait la pénétration, on avait la compression, on avait le fluage ou le glissement et on avait la séparation. Bien, cette méthode d'usinage classique, OK, ou conventionnelle, bien, elle commence avec rien. Elle a de la difficulté à se rendre à la phase compression parce qu'elle commence en frottant. Et ça, bien, ça fait un brunissage de la surface. Ça augmente la pression de coupe, ça réduit de beaucoup la qualité du fini qu'on peut obtenir avec le fraisage conventionnel. Fraisage en avalant, bien là, on a plusieurs atouts. On a une pièce qui avance dans le sens de rotation de l'outil, d'où le terme avalant, OK? Ou en remontant, c'est une autre façon de le dire. Pourquoi? Parce que l'outil veut monter sur la pièce. Bon, bien, ça c'est parfait, ça nous donne un meilleur fini, puis c'est jusqu'à 20% plus efficace, en fait, de force ou de puissance requis. Pourquoi? Parce que le copeau commence large et finit mince. Je n'ai pas de difficulté à partir mon copeau. Il va avoir une belle action de coupe jusqu'à la toute fin, donc pas de brunissage de la surface coupée. Donc, très avantageux. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là d'utiliser la méthode conventionnelle? Ça, c'est pour une simple et bonne raison. Et la plus importante raison, c'est que dans l'atelier maison, cette méthode-ci, le fraisage en avalant ou en remontant, bien, cette méthode-ci, elle est très dangereuse. Puisque l'outil tire dans le sens d'avance de la pièce, bien, le jeu de la vis-mère, elle est sur ce côté-ci de la pièce à ce moment-là, et la pièce peut être tirée à l'avant rapidement. Par combien? Bien, par le montant de jeu dans la vis-mère. Et ça peut causer des accidents. Tandis que le fraisage classique ici, l'outil pousse contre le sens de mouvement, le lousse est repris continuellement, et ça veut dire que la pièce ne peut pas sauter tout d'un coup vers l'avant et briser quelque chose. Donc, beaucoup moins efficace, moins beau fini, beaucoup plus sécuritaire. Meilleur fini, plus efficace, mais très dangereux. Là, pour utiliser la méthode en remontant ou en avalant, on a besoin de machines qui ont des appareils de reprise de jeu de la vis-mère. Et en atelier maison, ben, on n'a juste pas ça. Donc, limitez-vous à fraisage classique. Là, plusieurs d'entre vous le savent peut-être, mais j'ai été prof pendant bien des années. Et le pire accident sans désastre ou sans blessure que j'ai eu dans mon atelier lors de mes cours, c'était une tête de fraiseuse Bridgeport qui a presque été arrachée de la machine. Je veux dire, la pièce coulée qui tient la tête sur la machine à toute fin pratique avait craqué et tenait juste par un côté à peine. On peut imaginer si la tête avait tombé de la machine, ce que ça aurait pu faire comme dommage, et ça aurait même pu tuer l'étudiant qui a eu l'accident. Puis qu'est-ce qui était arrivé? Bien, c'était bête. L'étudiant avait oublié de serrer la pièce dans l'étau de la fraiseuse. Donc, si on a mentionné auparavant que c'est important de vérifier que l'outil était bien fixé dans la broche et que tous les axes que je n'utilisais pas étaient bien barrés, mais c'est également très important, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, de vérifier que l'outil, que la pièce est bel et bien fixée dans l'étau. Je veux dire qu'elle s'engage dans l'étau profondément et qu'elle est bien retenue pour contrecarrer les forces appliquées lors de la coupe.
Mais également, vérifiez que l'étau est bien fixé à la table. La personne avant vous qui utilisait la machine a peut-être laissé l'étau lousse sur la machine. Et ça également, ça cause souvent des accidents. Dans le cas de l'étau lousse, l'étau peut tomber de la machine et évidemment écraser un pied qui serait vraiment un accident débilitant parce qu'un étau qui pèse une centaine de livres, ou dans ce cas-ci une trentaine de livres, mais ça peut être vraiment dommageable. Donc c'est très, très, très important. Assurez-vous que votre pièce est bien fixée et que votre étau, si vous en utilisez une, est bien fixé à la table de la machine. L'impatience, ça peut causer des problèmes en atelier. Et on peut tous être un peu impatients puis vouloir travailler un peu plus rapidement. Ça, c'est problématique parce que, exemple, cette machine-ci n'a pas d'avance automatique. Donc, je ne peux pas être pressé. Quand je reviens d'une longue coupe, il va falloir que je tourne la manivelle manuellement pour revenir à mon point de départ. Mais si j'ai une avance automatique, mais ça peut être problématique, à moins d'avoir une avance automatique qui incorpore un levier de retour rapide. J'ai travaillé sur des machines d'école plus jeunes qui avaient cette option-là et c'était vraiment bien. Par contre, si on n'a pas l'option, mais on a une avance automatique, ce que le monde font et ne devrait pas faire, c'est ajuster l'avance à son plus rapide pour le retour et ensuite remettre l'avance à la bonne vitesse pour la coupe. Ça arrive trop souvent qu'on oublie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revient, il faut réapprocher la pièce avec l'outil pour partir de notre prochaine coupe. Et cette approche-là, on le fait toujours manuellement. Ce qui veut dire que si on a oublié de changer la vitesse et on se repositionne près de la surface pour notre deuxième coupe ou notre prochaine coupe, et j'engage l'avance, puis je ne l'ai pas changé pour la bonne vitesse, je vais avoir une collision. Et ça, évidemment, c'est très dangereux. Donc, une bonne pratique, c'est de ne pas changer la vitesse d'avance pour le retour et ça peut sauver beaucoup de maux de tête. Mais l'avance automatique, ça peut être problématique aussi parce que l'avance automatique affecte les leviers ou les manches pour l'entraînement de la machine. Regardons ce problème-là. Les fraiseuses qui ont l'avance automatique ont un danger en ce qui a trait aux manivelles. Là, si j'engage l'avance automatique, c'est normal de penser que les manivelles vont, pour l'axe XY, vont se mettre à tourner. Et ça, ça peut ramasser quelqu'un et blesser quelqu'un. C'est très dangereux. C'est pour ça que les machines qui sont vendues avec l'avance automatique ont des manivelles qui se désengagent automatiquement de la vis mère. Il ne faut pas modifier ces mécanismes-là parce qu'on trouve ça plate de toujours être obligé de réengager l'axe pour tourner la manivelle. C'est très important que ça soit comme ça. Il ne faut pas le modifier. Parce que, évidemment, c'est très dangereux. Là, si vous avez une machine sur laquelle vous avez ajouté une avance automatique, il faudrait peut-être regarder pour modifier les manivelles en conséquence. C'est bien important. Là, les XY, ça peut casser un bras, un poignet, des doigts. C'est des manivelles petites et assez hautes. Par contre, l'axe Z sur la plupart des fraiseuses verticales, il est très mal placé. Il peut nous frapper à un endroit très sensible s'ils se mettent en rotation. Là, ça sonne drôle, mais ça ne l'est pas parce que ça peut tuer. Ces machines-là sont puissantes. Et cette manivelle-là peut carrément vous lever de terre et vous lancer plusieurs pieds ou mètres ou quelques mètres plus loin. C'est pas drôle, ça peut tuer. Donc, il ne faut pas modifier les mécanismes de sécurité qui sont intégrés aux manivelles. Là, on a appris dans une leçon antérieure qu'il faut travailler debout et éviter de s'accoter sur les machines, principalement pour rester réveillé et éveillé. C'est dur de dormir debout. Ceci dit, si on est pour s'asseoir, puis on utilise une machine qui a une avance verticale, ça crée un énorme danger. Puis ça, c'est que nos jambes pourraient être placées en dessous de la table de la machine et qu'en descendant la table, on pourrait écraser nos jambes. Et ça produit des blessures qui sont vraiment horribles.
Il ne faut pas s'asseoir quand on travaille sur une machine, mais encore moins si on travaille sur une machine qui a un mouvement vertical automatisé. Là, ça implique quelque chose d'autre qui n'a rien à faire avec des blessures, mais qui peut blesser, mais qui a plus à faire avec les machines. Et ça, c'est qu'il devrait y avoir une zone de sécurité autour d'une machine qui a un mouvement vertical automatique, dans lequel, là, cette zone-là, on n'a pas le droit de déposer quoi que ce soit. Pas une chaise, pas un tabouret, pas une poubelle, pas une chaudière, absolument rien. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si l'avance automatique va vers le bas et que j'ai, exemple, une poubelle à côté de la machine et que ça accroche le bout de la table, bien, on peut pivoter et même basculer une machine si c'est le cas. Donc, c'est à éviter. On laisse une zone de sécurité et l'opérateur peut être debout dans cette zone-là. Mais puisqu'il n'y a pas de banc ou de tabouret, on reste debout et jamais, jamais, jamais assis. C'est bien important. Une autre chose qui cause beaucoup d'accidents, c'est les clés qu'on utilise pour serrer les tiges qui retiennent nos outils dans la fraiseuse. C'est dangereux, pas parce que la clé comme telle est dangereuse, mais parce qu'on a tendance à l'oublier en haut là. Puis évidemment, si on part la machine, ben c'est problématique. Elle peut partir, puis nous frapper ou frapper quelqu'un d'autre, ou créer toutes sortes de dommages. Donc, on ne veut pas le laisser là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On développe des bonnes habitudes de travail. Ça, c'est, quand je m'en sers, je ne le laisse jamais aller. Il est dans ma main tout le temps. J'ai fini de serrer, je l'enlève parce que je ne le laisse jamais. Et je suis pris avec dans ma main. Qu'est-ce que je fais? Je le dépose pas sur ma machine. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir un amas d'outils qui traîne. Je suis en train de travailler, là. Mais j'ai prévu un endroit spécifique prêt pour la pièce. Dans mon cas, c'est juste ici. C'est facile d'accès et c'est facile de voir que la clé est là, puis pas en haut là. Mais même avec toutes ces précautions-là, je vais, avant de partir la machine, toujours regarder en haut là. Est-ce que la clé est là? Elle n'est pas là, je regarde ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le chemin? Est-ce que tout a de l'air beau? Oui, là, je pars la machine. C'est très important. Et finalement, pour les fraiseuses aujourd'hui, lorsque vous enlevez votre outil ici, ne placez jamais votre main en dessous. Évidemment, si ça tombe, ça va vous blesser. Mais lorsque vous l'enlevez, vous allez vouloir la tenir. Donc, utilisez un tissu épais, même double épaisseur ou triple épaisseur, pour tenir l'outil. Parce que les lèvres tranchantes sont très coupantes. Là, vous pouvez le tenir de cette façon-là. Mais même avec le tissu, tirez pas sur l'outil pour le sortir. Parce que même le tissu, si on tire, ça va couper à travers, puis vous allez vous couper. Donc, faites bien attention. Bon, maintenant, passons à nos règles de sécurité de base pour les rectifieuses. On a déjà discuté de la sécurité d'opération de rectification dans plusieurs de nos vidéos pratiques. On va donc ici seulement que toucher aux grands points de la sécurité. Et la première chose à considérer, c'est que notre meule doit être bien affûtée. Donc, dressez la meule régulièrement. Une meule qui est incrustée de métal, mais ne coupera pas bien. Une meule qui est usée et arrondie ne coupera pas bien. Donc, prenez le temps de la dresser régulièrement. C'est très important. Une autre chose à considérer est de s'assurer qu'à chaque fois, avant qu'on parte la rotation de la meule, que le plateau magnétique est bel et bien engagé ou activé, je devrais dire. Ça semble un peu niaiseux à dire, mais tu sais, quand on travaille rapidement, ça arrive assez fréquemment qu'on oublie de faire ça. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Là, une pièce qui est plus haute qu'elle est large dans n'importe quelle direction ne tiendra pas bien sur un plateau magnétique. Elle va être instable. Là, si vous êtes en train de rectifier les surfaces primaires d'un bloc de montage, un fameux bloc 1, 2, 3, bien, cette surface primaire-là, c'est la plus grosse surface et elle va être stable parce que la pièce est moins haute qu'elle est large dans toutes les directions. Par contre, si on est en train de rectifier une des surfaces tertiaires, bien là, ça va être instable. Et à ce moment-là, il va falloir le soutenir à l'aide de cales supplémentaires.
C'est également important de noter que les pièces minces ne tiennent pas bien sur un plateau magnétique. Si le champ magnétique passe complètement à travers la pièce parce qu'elle est trop mince, elle ne tiendra pas bien sur l'aimant. Si on couple à ça le fait que lorsque je rectifie des pièces minces, ils ont tendance à gondoler ou à arquer, bien, on a un gros problème parce qu'une fois que la pièce est déformée, bien, elle tient encore moins bien sur le plateau. Et c'est une pièce mince, donc elle ne tenait déjà pas très bien. Donc on voit qu'il y a un gros problème. C'est très important quand on rectifie des pièces minces, d'abloquer le bout des pièces avec une autre pièce légèrement plus mince pour empêcher que cette pièce-là ne glisse sur le plateau. Finalement, les aciers inoxydables. La plupart, la vaste majorité des aciers inoxydables ne sont pas affectés par un aimant, donc ne tiendront pas sur un plateau magnétique. Et ça va de même pour les métaux non ferreux. Donc, évidemment, les plateaux magnétiques, c'est limité aux métaux ferreux qui peuvent tenir sur un aimant. Également, les buvards qui viennent avec les meules, ces genres de rondelles en carton souvent qui sont collées sur le côté des meules. Mais ça, c'est très important pour deux raisons. Le premier, c'est qu'ils indiquent la révolution par minute, le RPM maximum pour la meule. C'est crucial que votre machine respecte ça. Là, votre machine peut tourner à un RPM plus bas, ça, c'est pas un problème. Mais elle ne doit pas dépasser le maximum indiqué sur le buvard de la meule. Mais ça joue un deuxième rôle important pour la sécurité. Et ça, c'est que ces buvards-là protègent la meule des flasques de montage. Les flasques de montage viennent serrer la meule en place. Et sans ces buvards, bien, on pourrait facilement craquer la meule ou endommager les flasques. Donc, ces buvards-là sont très importants. Dernier point pour aujourd'hui, c'est le nettoyage. Là, le nettoyage peut ne pas sembler avoir grand-chose à faire avec la sécurité. Mais sur une machine-outil, on l'a déjà mentionné, quand on veut ajuster ou installer ou retirer une pièce, on doit attendre que la machine arrête complètement de bouger. Ça peut prendre quelques secondes, mais sur une rectifieuse, ça prend beaucoup plus de temps. Puis on a tendance à s'impatienter puis pouvoir enlever le morceau, nettoyer la table ou quelque chose avant que la meule ait arrêté complètement. Il ne faut pas faire ça. Il faut patienter. Il faut attendre jusqu'à la toute fin. Parce qu'évidemment, si vous passez votre main en dessous de la meule et elle tourne encore, bien, ça va faire un sérieux dommage. Évitez à tout prix. Il y a juste trop d'accidents de ce genre-là. Et c'est parce qu'on est impatient. Donc, prenez le temps d'être patient. Prenons quelques minutes pour parler de sécurité en ce qui a trait aux incendies. Là, on voit en arrière ici mon extincteur. On voit qu'il est installé proche de la porte. Et ça, c'est important. Je ne veux pas l'avoir au fond de l'atelier. Je veux dire, s'il y a un feu, il faut que je sorte de l'atelier. Et je veux donc que mon extincteur soit proche de la porte. Mais je vois également, difficilement d'ici, mais que c'est un classe A, B et C, en fait, d'extincteur. Ça veut dire un classe A. C'est fait pour contrer le feu de matériaux, comme le bois, le carton. B, c'est les feux à base de liquide inflammable. Donc, l'huile, le varsol, les graisses. Et C, c'est les feux électriques. On veut ou vous voulez avoir un extincteur qui peut fonctionner dans ces trois situations-là. Avoir un extincteur, c'est bien beau, mais il faut pouvoir sortir en vie de l'atelier s'il y a un problème. Si vous avez des liquides combustibles, gardez-les loin de la porte de sortie de l'atelier. Vous devez utiliser cette porte-là pour sortir. S'il y a un énorme feu à côté de la porte, ça n'aidera pas personne. Donc, gardez les choses bien entreposées. Si vous avez des liquides très flammables dans l'atelier, assurez-vous, ou peut-être ce serait mieux de les mettre à l'extérieur, dans un cabanon quelconque qui serait ventilé vraiment à l'extérieur de l'atelier. Et donc, moins de possibilités d'accident. Également, on parle de combustion spontanée. Il y a beaucoup de guenilles
sale qu'on a dans l'atelier qui traîne. Et on doit en disposer correctement. Là, vous ne l'avez peut-être jamais vu, mais il est toujours là. C'est juste qu'il est caché en arrière de moi d'habitude. Mais sur le mur ici, j'ai une chaudière qui est indiquée en anglais « Clean Rags Only », donc guenilles propres seulement. Et j'utilise cette chaudière-là pour entreposer quoi? Des guenilles ou des serviettes propres. Une fois que je les utilise et elles sont sales et huileuses, bien, je vais les mettre dans une chaudière à cendre, donc une chaudière en métal qui est à l'épreuve du feu. Et je le place dans l'atelier à un endroit qui n'a pas de matière combustible à proximité. Donc, si jamais il y avait un feu de combustion spontané, mais ça serait limité à cet endroit-là. Je vide également ce récipient régulièrement. On ne veut pas laisser traîner des guenilles sales dans un atelier, c'est très dangereux. Là, ça, c'est juste mon petit atelier. Et sachant qu'il est à peu près 200 pieds en arrière de la maison, c'est pas un problème. Si jamais ça passait au feu, bien, ce serait mon petit coin de paradis qui disparaîtrait, mais ça serait à peu près tout. Les personnes que j'aime, les membres de ma famille, seraient tous, eux, en sécurité parce que c'est loin de la maison. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vos ateliers sont attenants à vos maisons ou même au sous-sol de la maison. Et ça veut dire que les personnes que vous aimez peuvent être placées ou mis à risque par l'atelier. Donc, assurez-vous d'avoir des détecteurs de fumée dans votre atelier pour avertir. Et aussi important, et quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire, c'est demander aux autorités d'incendie, donc le service d'incendie de votre région, de venir inspecter votre atelier. Assurez-vous qu'un électricien vienne inspecter le filage et de vos installations électriques. C'est très important. Et rappelez-vous, un atelier, ça se remplace. Mais les membres de notre famille, les personnes qu'on aime, bien ça, c'est irremplaçable. Bon, et voilà, la quatrième partie de notre vidéo de sécurité, mais elle est complétée. Là, moi, j'ai fait un survol. Je suis certain que j'ai manqué plein de choses. Et si vous connaissez quelque chose qu'on devrait savoir, mais laissez-nous le savoir dans les commentaires. Ça pourra aider les autres. Et bien, c'est toujours bon d'aider les autres. Bon, d'ici à ce qu'on se revoit, bien, amusez-vous. Soyez prudents. On vient juste d'en parler pendant 4 vidéos. Je ne peux pas dire comment important c'est d'être prudent. Et bon usinage. So all I ever wanted was a little monkey from you.